Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes samedi et c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour cette édition. Le message s'adresse aux parents, aux familles, mais surtout aux mamans. Même si vous avez un projet de devenir maman ou si vous êtes déjà enceinte, est-ce que vous savez qu'il est possible de créer un cadre de confiance, de bénéficier d'un soutien, d'un accompagnement, hormis les spécialistes, c'est-à-dire les gynécologues, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'une doula. Et oui, aujourd'hui nous parlons de maternité, de périnatalité, et vous allez comprendre pourquoi notre invitée est ici avec nous, Alexandra. Elle est doula. On va tout savoir. On va vous donner toutes les infos, ce qui est génial à savoir sur une doula, comment choisir une doula, quand est-ce que la doula intervient, les coûts, tout, la formation. Si vous-même vous rêvez de faire carrière, bref, tout ce que vous souhaitez savoir sur ce métier-là, encore méconnu ici, surtout en Afrique subsaharienne, mais en Afrique de l'Ouest, c'est déjà rentré un peu dans les habitudes des mamans. On verra le comment, le pourquoi et la raison d'être d'une doula. Nous accueillerons également avec beaucoup de plaisir Patience, qui est avec nous, Docteur Pharma. On va tabler sur la plateforme Afrimed sur Instagram, un projet qui est magnifique parce que ça rassemble, ça met ensemble des spécialistes du corps médical, gynécologues. C'est même sur cette plateforme que nous avons découvert avec beaucoup de plaisir Alexandra, ophtalmologue. Bref, on ramène chez vous des spécialistes qui vont vous parler au quotidien et ça... Afrimed a la prétention d'être cette plateforme de référence en matière de recherche des spécialistes dignes de ce nom et qualifiés. Ce ne sont pas juste des spécialistes de nom, mais des spécialistes qui sont sur le terrain et au fait de vos problèmes. Et je ne présente plus Martial Nufenam, notre psychologue clinicien qui est avec nous tous les samedis. Mais avant de leur donner la parole, vous savez, notre stop, on retrouve Joyce. Joyce, bonjour. Elles font l'actu. Hello Adrienne, hello our fellow viewers. On this edition of Airphone Lecture, we honor 5 African women whose leadership and activism have shaped Africa's history and continue to inspire future generations. Their lasting impact is a testament to their dedication and resilience. First up, Wangara Maathai. From Kenya, a renowned environmental and political activist, Wangara Maathai founded the Green Belt movement, which promoted tree planting, environmental conservation, and women's empowerment. She linked environmental issues with human rights, advocating for a sustainable future and social justice for African women. Next up, Charlotte Mezeke from South Africa, known as Mother of African Women's Education. Charlotte was one of the first Black South African women to graduate from university. She founded the African Women's League and campaigned for women's access to education, healthcare, and political participation, setting the foundation for women's rights movement in South Africa. And from Nigeria, Ifeoma Okoye, a celebrated writer and educator. Ifeoma used literature to address issues of gender equality, women's empowerment, and societal transformation. Her work highlighted the importance of education for African women, urging them to embrace intellectual growth as a path to independence and societal change. Next up, Aminata Traore from Mali. A former Minister of Culture in Mali, Aminata was a passionate advocate for African cultural preservation and a critic of globalization. She worked tirelessly to protect African heritage and called for a reimagining of Africa's role in the global economy, advocating for self-sufficiency and independence. Finally,
From South Africa, we have Miriam Makeba, known as Mama Africa. Miriam was not only a legendary singer, but also a powerful anti-apartheid activist. Through her music, she became a global voice for the oppressed, using her platform to raise awareness of racial injustice and human rights. Her contributions to both music and activism left a profound legacy in Africa's fight for freedom and equality. Akiba Joyce, merci et merci de ce rappel vraiment historique et goosebump. Merci pour Miriam Makeba. Ça nous fait penser que l'Afrique a besoin justement de femmes pour faire bouger les lignes et ces femmes ont marqué le continent africain, chacune dans leur domaine. Merci Joyce. J'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Alexandra. Bienvenue. Merci, bonjour Adrienne. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Docteur Pharma, moi je préfère. Patience, bienvenue. Merci Adrienne et merci pour l'invitation. Ah, c'est un plaisir. Martial, je te présente encore. Oui. Martial, notre psychologue clinicien. Bonjour. Bienvenue Martial. Merci, bonjour à ceux qui nous regardent, bonjour aux jolies dames qui sont en face de moi. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet complexe quand même, il faut Oui. le dire. La périnatalité, c'est un domaine de la médecine qui est complexe parce qu'il y a trop de variables qui entrent en jeu, énormément de variables. Et les maîtriser demande une logistique importante. Donc je pense qu'en 1h10, 1h30, on aura le temps d'édifier nos téléspectateurs sur cette thématique, surtout avec une spécialité qui entre, qui n'est pas médicale. Mais qui est tout aussi important. Oui, justement, mais qui vient parce que les spécialistes ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas possible. Les spécialistes ne peuvent pas tout faire. Et ce genre de spécialité vient donner un coup de souffle, une bouffée d'oxygène pour couvrir un champ que les spécialistes ne peuvent pas couvrir parce que parfois il n'y a pas de temps, mais parfois on est très peu pour une masse de personnes. Mais aussi que parfois nous on peut passer à côté de certains détails où on n'a pas le temps nécessairement d'être dans certains détails et qu'une doula va gérer efficacement et ça fait qu'on atteint tous les objectifs possibles. Ah ben ça, c'est Martial. Hein. Il rentre déjà dans le vif du sujet. Mais n'empêche, Martial, c'est la périnatalité. Ce qu'on retient, c'est que ça requiert des spécialistes pluridisciplinaires qui se mettent ensemble justement pour qu'on arrive à avoir une maman qui va donner la vie, mais qui soit elle-même d'abord en santé et pour que tout se passe bien. C'est un peu le challenge que vous êtes fixé avec Afrimed, Oui. Mettre ensemble justement des spécialistes de tous les horizons C'est ça. Au nom de la santé et du bien-être. Exactement. L'objectif d'Afrimed, c'est réunir des spécialistes de la santé, de la beauté et du bien-être pour les Africains, pour qu'on puisse s'identifier, avoir la bonne information au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux, c'est notre réalité. Et il y a beaucoup ce qu'on appelle les fake news sur les réseaux sociaux. Donc, le but d'Afrimed est vraiment que si vous allez sur notre plateforme, vous avez un psychologue, vous avez une doula, vous avez une coach de sport, vous avez une nutritionniste, vous avez une pharmacienne, vous avez un pédiatre, vous avez un ophtalmologue qui vous donne la bonne information, la sensibilisation et l'accompagnement pour pouvoir être en bonne santé. En fait, Afrimed, c'est ça, on regarde. Ça y est, Afrimed est lancé. Afrimed, c'est quoi? C'est votre plateforme santé, beauté et bien-être par les experts africains pour les Africains. Développez votre réseau et vos opportunités. Donc vous vous connectez avec d'autres experts. Là par exemple, on a vu que Dr Toukam a connu Dr Chonto aujourd'hui alors qu'elle cherchait un rhumatologue ce matin. Connectez-vous avec d'autres experts, partenaires et professionnels. Participez à des collaborations exclusives et enrichissantes. Ensuite, ayez un réel impact sur les populations. Vous sensibilisez, éduquez, vous améliorez l'accès à des informations fiables en Afrique. Et vous participez à un mouvement qui change la perception de la santé, de la beauté et du bien-être. Je vous appelle les experts. Les invités, je les appelle les experts. Donc, quel est le bénéfice pour un expert d'être sur Afrimed? Donc, boostez votre visibilité et votre notoriété. Mettez en avant votre expertise sur une plateforme leader en santé, beauté et bien-être.
vous gagnez en crédibilité et en reconnaissance auprès d'un large public. Moi, je suis prête pour donner ma contribution, que ce soit intellectuelle ou pratique, pour ça. Bonsoir à tous, je suis docteur Chocotte Stéphane, pédiatre de la prison. Et je suis très heureux d'avoir été invité par AfriMed, un concept que je trouve très intéressant. Je suis docteur Émilie Dieu2, chirurgienne dentiste, omnipraticienne exerçant dans la ville de Douala. Hi, je suis docteur Samantha Anderson et je suis chiropracteur. Bonjour, je suis le docteur Valérie Gakouma Foto-Kandefo, je suis médecin. Je suis le docteur Georges Mouen Bangué, médecin ophtalmologiste, exerçant dans la ville de Douala. Voilà, on peut y passer toute la journée, mais on voulait juste que les téléspectateurs soient fixés sur ce que c'est. C'est déjà un challenge de réussir à mettre ensemble tous ces spécialistes-là. Bravo. Merci beaucoup. Effectivement, c'est pas évident de les mettre ensemble. Et puis, c'est un exercice aussi assez difficile pour un spécialiste d'être derrière la caméra, parce qu'on croit souvent que c'est très facile, on se pose, on parle, mais c'est vraiment un exercice qui est assez difficile. Mais on prend tous plaisir à le faire et c'est une petite famille qu'on est en train de constituer et on espère que vraiment elle va grandir, grandir, grandir et s'étendre. Vous-même, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes pharmacienne. On imagine le temps que ça prend parce que vous êtes derrière, c'est vous la promotrice de cette plateforme. Oui. Vous avez la prétention de remplacer un peu nos traditionnels annuaires professionnels. On essaye. Parce que c'est de plus en plus rare, parce qu'il faudrait être honnête, surtout en Afrique subsaharienne, d'avoir une plateforme sur laquelle, depuis chez soi, on peut pitcher, on peut écouter, écouter un médecin expliquer peut-être une maladie et avoir des références et savoir où exactement le retrouver. Exactement. Le but, c'est vraiment ça. Pour les populations, le but est vraiment l'information, la sensibilisation. Et pour ces médecins-là aussi, c'est être vraiment le spécialiste de référence dans son domaine. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un va sur AfriMed et il voit le pédiatre, ben, il sait que c'est ce pédiatre-là qui est vraiment le pédiatre de référence. Donc c'est bénéfique vraiment, que ce soit pour les populations, pour les spécialistes. De fond à la base. Ça veut dire que vous ne vous contentez pas de dire c'est un médecin, vous savez où il a été formé, il est reconnu par l'ordre des médecins. Bien sûr. Il a été reconnu par l'ordre des médecins. Et puis là, comme c'est un projet qui est naissant, c'est aussi des médecins qu'on connaît, qu'on a consultés. Par exemple, on a vu dans la vidéo... Certains, vous avez fait des bancs ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Des promotionnaires. Sur la vidéo, vous voyez Dr Chocotte, c'est le pédiatre de mon fils depuis qu'il a 2 semaines. Mon fils a 9 ans aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs professionnels qui sont fiables, qui sont certifiés, qui ont eu la bonne formation et qui sont là vraiment au service de la santé. Pour l'heure, vous êtes au Cameroun. Est-ce que vous avez la prétention de... C'est AfriMed, ça dit ce que ça dit? Oui, alors pour l'instant, on est au Cameroun parce qu'on vit au Cameroun, mais le but est vraiment qu'on s'étende en Afrique. En Afrique francophone, en Afrique anglophone, on va y aller par étapes. Donc on a commencé par le Cameroun. On espère continuer par l'Afrique de l'Ouest et aussi d'autres pays d'Afrique centrale. Donc vraiment, le but est que ce soit la plateforme de référence pour les Africains et par les Africains. Dans tous les cas, le public y trouve son compte. Nous avons trouvé notre compte puisque Moi Femme, c'est une émission dédiée aux femmes. Et lorsqu'on parle de périnatalité, je pense que la maman est au centre de tout. Et nous avons été émerveillés par Alexandra. Merci aussi d'avoir accepté d'être là parce qu'on imagine l'agenda serré. Merci à vous aussi. On va rentrer comme ça de force. Alexandra, une doula, c'est quoi? Alors, une doula, c'est une accompagnante à la naissance et au deuil périnatal qui offre un soutien informationnel, un soutien physique et surtout émotionnel aux mamans. Pendant la grossesse, pendant la naissance, la mise au monde du bébé, en postpartum et pour toutes les mamans qui ont perdu un bébé. Voilà. Allons-y étape par étape. Si je suis une jeune maman, moi je suis déjà maman, donc c'est derrière moi. Mais si j'ai un projet de maternité, oui, est-ce que je peux chercher à rencontrer une doula? Effectivement, j'accompagne les mamans dès la conception. J'accompagne des mamans qui font des IVF, des mamans qui ont essayé encore et encore et qui n'y arrivent pas. Et avec le poids de la société, c'est pas évident. Certaines mamans
ont envie d'un espace, d'une personne qui va entendre leurs émotions contradictoires. Il y a des Une personne neutre qui n'a rien à voir avec la famille. Exactement. Quelqu'un qui va lui dire tout ce que tu ressens, c'est normal, c'est légitime. Il y a des mamans, par exemple, qui n'arrivent pas à faire des enfants depuis peut-être 9 ans, 10 ans. Et quand elle est autour d'autres mamans qui ont des enfants autour d'elle, que ce soit ses sœurs ou ses collègues, elle est mal à l'aise. Mais la société ne nous permet pas de dire « je suis mal à l'aise ». Donc, moi, je suis là pour lui offrir cette éponge-là. Exactement, cette écoute bienveillante, sans jugement et avec beaucoup de respect. Et lorsque... Est-ce que je dois, à ce moment-là, est-ce que je peux me dire que ma doula ou la doula que vous êtes un peu comme une sage-femme? Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Je ne remplace pas la sage-femme, je ne remplace pas le gynécologue, je ne remplace pas le psychologue, je ne remplace même pas une pharmacienne. Pas du tout. Je viens en complément. Je complète le suivi du gynécologue, de la sage-femme. Parce que on se rend compte que, comme Martial a dit plus tôt, les médecins, les spécialistes n'ont pas le temps. Si un spécialiste doit recevoir en une journée 20 ou 30 mamans, il ne va pas prendre le temps de dire à la maman, lui demander comment elle se sent, quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs, quelles sont ses angoisses. Non, il va rester sur le protocole. Le bébé va bien, la dilatation, le col, il faut faire les tests, diabète, tout. Après, basta, on passe à autre chose. Donc, faute de temps, le médecin ne peut pas expliquer certaines choses aux mamans. Le médecin ne peut pas, la sage-femme ne peut pas expliquer comment l'accouchement va se passer. Donc, c'est là où moi j'entre en jeu. Donc, je complète, j'apporte des informations complémentaires à la maman pour qu'elle puisse être mieux fixée et qu'elle puisse avoir confiance en elle. Donc, si je comprends bien, parce qu'il faudrait qu'on soit terre à terre, comme on dit au Cameroun, la doula va me permettre, en tant que future maman, de mieux me préparer à ce que c'est que l'accouchement, que je ne découvre pas forcément. Exactement, exactement. Parce qu'au Cameroun, on manque beaucoup les mamans n'ont pas cette préparation qu'il faut. Il n'y a pas la préparation mentale, il n'y a pas la préparation physique, il n'y a même pas la préparation spirituelle. Donc moi, j'accompagne ces mamans-là. Beaucoup de mamans arrivent en salle d'accouchement, elles ne savent pas quoi faire, elles ne connaissent pas les différentes phases de l'accouchement. Quand tu dis à une maman, il y a la phase active, la phase de latence, elle ne sait pas ce que c'est. Même la respiration, la relaxation. Et beaucoup de mamans se disent il faut être crispé. Dès que la douleur, les contractions viennent, il faut être crispé. Beaucoup de mamans ne savent pas que la bouche et le col sont reliés, par exemple, et que quand on relâche là, ici aussi, ça suit, par exemple. Ça va vous faire sourire. Donc, quand j'ai cette douleur qui est là, vous pensez que j'ai autant de... C'est pour ça qu'il faut avoir une douleur, parce que la douleur est là pour te rappeler tout ça le jour J. Souvent, moi-même, à mon premier accouchement, j'ai oublié de respirer. Il y a ça, on oublie de respirer. Ouais, donc, quand la douleur est à côté de toi, elle te dit, vas-y, respire. Elle est là pour te dire quoi faire. Elle te dit, OK, il faut bouger parce qu'il ne faut pas oublier que les recommandations de l'OMS, on demande aux mamans de bouger, de suivre leur instinct, surtout des positions verticales pour que bébé puisse mieux descendre, pour que le col puisse mieux s'ouvrir et diminuer les déchirures ou pourquoi pas ne pas avoir de déchirures tout court. Donc... Je ne vais pas parler pour les mamans, mais à écouter Alexandra, je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé avoir une doula auprès de moi, parce que lorsqu'on est jeté comme ça, là, et on découvre tout un beau matin, déjà, on ne réalise même pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas quand ce sera le bon moment. On voit beaucoup de mamans, si je dois parler de mon cas, on va à l'hôpital et on te dit non, c'est pas le bon moment, il faut rentrer à la maison. Mais toi, déjà, psychologiquement, le peu de douleur, là, tu en as marre, tu as envie que ça s'arrête là. Et une douleur, justement là, pour nous apaiser, c'est ça? Exactement, pour nous apaiser, pour vous dire quoi faire pour diminuer l'intensité des contractions. Elle est aussi même pour calmer le partenaire, le papa, parce que souvent le papa est stressé. Et maman n'a pas besoin de stress. Le stress, c'est quelque chose qui est facilement... je veux dire contagieux, ça se transmet facilement. Si le papa est stressé, maman sera stressée. Et si maman est stressée,
toutes les hormones qui doivent être mises en place pour que l'accouchement se passe bien, là, c'est mort. Je vais dire tout ce que les gens ne disent pas. Hein. Oui. Est-ce que dans notre contexte, ça s'entend? Quoi? Doula. Doula. Donc, préparer une maman, tout ça. Est-ce que, parce que le plus souvent, on va entendre dire ce n'est qu'une grossesse. Hein, faut pas... Oui, c'est récurrent. Toutes nos mamans même lorsque comme ça, vous êtes en difficulté, en étant enceinte, en route, vous allez entendre même des femmes vous dire ce n'est qu'une grossesse, il ne faut pas exagérer. Oui. Non, le besoin est réel. Le seul souci, c'est que beaucoup de mamans le vivent en silence. C'est quand je me lance, le jour où je lance mes pages Facebook et Instagram, j'ai eu peut-être 30 ou 40 mamans qui m'écrivent. Je me réveillais à 5 h du matin. Je trouvais des longs messages, des mamans qui me disaient « Oui, mais j'aurais aimé que tu sois là. J'aurais aimé connaître une doula. » Même mes premières vidéos avant qu'on pirate ma page Facebook, il y avait des commentaires comme quoi « Oui, j'aurais aimé il y a 5 ans, il y a 10 ans trouver une... » En fait, c'est... Comme on n'est pas éduqué, notre société camerounaise n'est pas éduquée dans ce sens, on se dit non, il faut négliger. C'est juste un manque d'éducation. Que ce soit pour l'entourage, le partenaire, on se dit non. Nos mamans ont fait 10, 15 enfants, donc ça va. Pourtant, beaucoup de mamans ont vécu des choses en silence. Nos mamans, c'est maintenant qu'on le comprend, hein, beaucoup de nos mamans étaient un peu frustrées. Certaines étaient aigries parce qu'elles ont vécu des choses toutes seules, sans le soutien de l'entourage, sans le soutien même du papa même. Parce qu'on se disait avant que le papa va chercher à manger, va chercher l'argent et tout. Maman est juste là, elle est juste faite pour accoucher et puis basta. Donc le besoin est vraiment réel. Il y a beaucoup de mamans qui vivent des choses en silence et qui ont besoin de cet accompagnement émotionnel, mental. On ne prend pas vraiment, même certains professionnels de santé, désolé, je tire pas à balles réelles, certains professionnels de santé ne mesurent pas l'importance de prendre en considération la santé mentale maternelle des mamans. Je me souviens, une fois, j'ai eu à dire à quelqu'un à l'hôpital qui me reprochait de crier. Oui. Et c'était une femme. Je lui ai dit, je vais crier. Et je vais crier. Et j'ai crié. Oui. Et il a fallu que le médecin, le gynécologue, vienne la reprendre parce qu'elle était sage-femme. Vous imaginez un peu une maman, vous avez le sentiment que votre bébé ne va pas bien, vous venez de subir une césarienne, mais vous tenez le bébé et vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. À l'instant, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous sentez, mais la sage-femme va vous dire arrêtez. Oui. Mais je pense que dans des cas pareils, il est bon. Je pense que les doulas, on vous autorise à accompagner le moment même effectivement, pendant l'accouchement, pendant la naissance, j'accompagne maman dès la maison, dès qu'elle commence le travail, jusqu'en salle d'accouchement. Maintenant, ça dépend de chaque établissement de santé. Il y a des établissements de santé qui sont OK avec d'autres qui sont un peu réticents. Mais la plupart du temps, je ne me présente pas comme une doula, vu que ce n'est pas encore connu. Donc, pour ne pas perdre le temps à expliquer ce que c'est qu'une doula, on va prendre 30-40 minutes là et la maman est en travail. J'ai dit, OK, je suis sa soeur ou sa cousine. Certaines mamans me présentent comme leur amie ou comme leur soeur et voilà. Et après, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il ne faut pas oublier la doula, j'ai cette capacité-là d'apporter le calme qu'il faut au moment où il faut. Quand la maman me voit, généralement, elle est beaucoup plus calme. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup aux mamans, c'est qu'on pense qu'il faut absolument accompagner maman dans la grossesse, dans la naissance, alors que le corps est déjà fait pour ça. Il y a 10 000 ans, nos mamans accouchaient dans les champs, seules et tout. C'est parce qu'elles étaient dans leurs environnements. Et quand tu es dans ton environnement, comme je parlais des hormones, il y a l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, il y a les endorphines qui sont des analgésiques naturels, de tout. Il y a la prolactine, la mélatonine, toutes ces hormones-là entrent en jeu le jour J. Donc, il faut que maman soit assez calme. Et quand la douleur arrive, elle donne ce calme-là. Et la maman se laisse vraiment immerger, submerger par tout ça. Donc, beaucoup de mamans ne savent pas qu'elles ont besoin de ça. Et certains médecins se disent qu'il faut absolument aider maman, alors qu'il faut juste accompagner, être là, une présence assez discrète, pour agir si jamais il y a des complications pour le bébé ou la maman. Quand j'entends entre les lignes, ça veut dire la doula est là,
présente dans l'intimité, mais en gardant une certaine distance. Exactement. Vous ne décidez pas à la place de la maman? Pas du tout. Pas du tout. Maman, je lui dis, voilà ce qui va se passer. Tu as le choix de choisir ceci ou cela, mais c'est toi qui as... Vous pouvez l'aider en référençant ou vous... Exactement. Voilà. Je peux lui dire, quand des mamans veulent concevoir, par exemple, elles vont me dire, oui, je cherche un bon gynécologue. Je vais lui dire, ok, moi, j'ai une liste, j'ai un top 10 là que je garde toujours avec moi. Le top 10 que je garde toujours avec moi à la maison, des gynécologues que moi j'ai rencontrés, des gynécologues qui ont des bonnes réputations. Donc je vais lui dire, c'est un exemple bête, qu'il y a Dr Nomo, il y a Dr Angela, 47 ans, il y a Dr Touka, il y a tel docteur, il y a Dr Paula. Et je lui dis, voilà comment ça se passe. Tel docteur respecte ceci, respecte cela. Tel docteur est plus centré sur les interventions. Tel docteur va te laisser la possibilité de suivre ton corps, etc., etc. Maintenant, avec toutes ces informations, elle rentre et réfléchit, soit seule, soit avec son partenaire, et prend la décision toute seule. Je ne prends pas de décision à la place de la maman. Je l'aide à choisir ce qui est bien pour elle. Et comme je disais, la décision finale lui revient. Martial, sans être une psy, la doula, quand même, apporte cette paix ou cette confiance en soi importante dans cette étape cruciale. Première chose, il faut dire que le métier de doula est vraiment ancien. Je faisais mes lectures, et déjà dans la Grèce antique, ça se faisait, dans la Rome antique. Première chose, c'est très ancien. C'est une pratique qui a toujours été faite sans nécessairement que cette dame aille à l'école avant. Culturellement, de manière anthropologique, que nos sociétés étaient organisées de telle sorte qu'une maman qui attend un enfant ne souffre pas. Il y avait un accompagnement, soit la belle-mère, soit la belle-sœur. Bon, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Hein. Oui, c'est pour dire qu'avant, ça se faisait, c'était organisé. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'une jeune femme attend un enfant, il y a une éducation. Je me souviens, on va parfois t'envoyer aller rester avec ta belle grand-mère, tu vas faire 2-3 mois, mais c'est pour une initiation. Pour être initié. Vous voyez un peu plus la grossesse avance, vous êtes initié par la belle-mère ou la belle-grand-mère. Quand vous accouchez, il y a tout un collège de femmes qui sont autour de vous et qui vous montrent comment faire, comment on porte le bébé, comment vous devez le tenir pour téter, etc., etc., etc. Donc, ça, c'était prévu. Malheureusement, la mondialisation est venue briser, est venue un peu briser nos habitudes. Deuxième chose qu'elle a dit, qui est une vertu, et qui est à ma foi, il ne faut pas avoir honte de le dire. Les professionnels de la santé sont parfois très maladroits. Mais ce qui est parfois simple à faire, c'est que les patients en général ont parfois besoin de la bonne information. De l'information. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin que vous lui racontiez votre 7e année de médecine. Elle a besoin de l'information. Elle a besoin que vous soyez accueillant. Elle a besoin que vous fassiez votre travail. Elle a besoin juste que vous fassiez votre travail. Est-ce que vous comprenez? Et nos patients, surtout les femmes, dans ce profil des femmes enceintes, en périnatalité, ont besoin de cette attention. Parce que pour une bonne peine, elles ne le trouvent pas. Elles ne vont pas le retrouver dans leur environnement familial. Puis il y a encore que de plus en plus, vous avez des jeunes mamans qui sont en parentalité précoce. Vous avez des jeunes mamans qui sont mères célibataires, 2-3 pères différents, qui ont la famille qui les rejette. C'est compliqué. Et quand elle vient devant vous en blouse blanche, elle a besoin que vous posez certaines questions, que parfois vous écoutez juste. Donc du coup, ce travail, sans besoin d'être un expert en psychologie, a ce côté humain dont les patients ont besoin. Je dis toujours à mes stagiaires, quand vous êtes devant un patient, il faut toujours commencer par des choses les plus simples. Il faut laisser l'amphi, il faut laisser les théories, il faut faire des choses les plus simples. Parfois, une patiente, une dame, a juste besoin que vous sortez de la chambre avec elle, vous la menez au couloir, vous faites l'entretien au couloir, vous faites l'entretien en marchant. Juste ça. Elle n'a pas besoin que vous le fassiez une injection. Mais dans notre quotidien, ça, ce serait l'idéal. Mais lorsqu'on a un praticien ou un gynécologue qui a une vingtaine de mamans à recevoir au quotidien, parce que là, il faut voir, même que ce soit dans les hôpitaux publics ou dans les cliniques, c'est à la chaîne. Et je crois qu'on accorde au maximum 15 à une vingtaine de minutes par maman. C'est dire qu'il n'y a pas le temps de s'épancher, il n'y a pas le temps de dire ce qu'on ressent véritablement. Les questions qu'on vous posera, ce sera comment vous vous sentez, madame? Est-ce que le bébé, je dors mal? Oh, c'est dû à quoi? Simple, de façon mécanique. Et rarement, on a ce sourire rassurant.
bon, je le dis aussi en tant que maman, c'est mon ressenti. Ce qui n'élude pas le caractère professionnel, le caractère, la capacité du gynécologue à prendre soin de moi. Hein. Oui, mais je parle de ce détail humain, relationnel, d'homme à homme, en fait, avec grand H. Exactement, c'est ça. Mais c'est parce que parfois, les spécialistes sont très peu. Il y a très peu de spécialistes, il y a beaucoup de demandes. Mais pour moi, ça ne devrait pas être une excuse. Oui. Ça ne devrait pas être une excuse pour banaliser le soin. Le soin est quelque chose d'animal. L'animal, en général, prend soin. Quand vous voyez une poule qui prend soin de ses poussins, c'est animal. Ça ne doit pas être une excuse pour banaliser. Et le risque, c'est que lorsqu'on entre dans ce logiciel, on commence à être mécanique. On commence à être désagréable. Mais vous verrez des gynécos ou des médecins généralistes qui, malgré la foule des patients, prennent le temps. Elle ne gère pas qu'elle est pressée, elle prend le temps. Même s'il y a 20 personnes d'ailleurs, elle prend le temps. Oui. Donc, pour dire, in fine, que on n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine pour faire ça. Ce sont des compétences qui sont d'abord humaines. Qui sont basiques. Il faut avoir des dispositions naturelles. Exactement, il faut avoir ces dispositions humaines qui sont basiques. C'est une chimie de base. Comme elle a décrit, c'est une chimie de base. Une jeune femme qui est en train de crier de douleur n'a pas besoin nécessairement que je disais Asia. Elle a peut-être besoin que tu poses un bras, la main, sur son épaule, ou là. Il y a des points d'acupuncture, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a des petites zones d'acupuncture qui peuvent aider à recanaliser l'énergie et à calmer la douleur. Ce sont des choses simples. Vous voyez un peu. Donc, conséquence, c'est qu'on a nécessairement besoin de cette expertise-là. Nécessairement besoin, mais le but aussi d'une doula, c'est de prévenir. Parce que la périnatalité ne va pas concerner que la mère. La périnatalité va concerner la famille, donc le papa et la maman. Parce que le papa peut être un gros facteur de risque. C'est pour ça que lorsqu'on parle de périnatalité, on parle de la conception, de la grossesse, le postpartum et parfois jusqu'à lorsque l'enfant a 1 an, 2 ans. Donc l'accompagnement est global et c'est pour prévenir beaucoup de choses. Si une jeune femme, vous savez qu'elle risque de faire une éclampsie, on doit lui dire, vous risquez de faire une éclampsie, mais parfois ils n'ont aucune information. Oui. Vous voyez un peu. Donner cet accompagnement, mais informer aussi le papa, donner la bonne information au papa, ce que généralement le corps médical n'a pas parfois le temps de faire ou ne le fait pas. Mais souvent, on ne voit pas le papa durant toute la consultation. Oui, mais il faut travailler avec lui parce que le papa est un partenaire essentiel. Mais il faudra aussi que les papas, moi je parle pour vous, hein, mesdames, non, mais il faudrait que les papas aient aussi la culture d'accompagner les mamans en consultation. Mais justement, comme elle a dit, parce que beaucoup de femmes vont rester stressées parce qu'elle est mariée depuis 20 ans avec un homme qui est bien tranquille, mais lorsqu'elle est enceinte, c'est son affaire. C'est son affaire. Tu es enceinte, c'est ton affaire. Et vous voyez, elle a une pression. Vous voyez une femme qui a 8 mois de grossesse, elle doit préparer, se lever à 4, apprêter les enfants, elle doit monter du sang. Le bon monsieur, là, il se lève, il bosse, il ne pas, il gronde d'ailleurs. Tu n'as pas mis le sein, vous voyez un peu. Mais et la doula peut aider l'homme avec sa douceur, parce qu'il est important d'avoir une douceur. Lorsqu'on est dans des problématiques de périnatalité, même si vous êtes avec une femme, il faut être doux. Il y a cette douceur-là, et ramener l'homme, parce que la doula ne doit pas être une perfusion éternelle. Pas une perfusion. C'est pour une période. C'est pour une période. Elle est là pour vous donner une certaine autonomie. Elle vous accompagne, vous donne une certaine autonomie pour qu'après, il y a les prochaines grossesses, que vous puissiez même affronter les prochaines grossesses tranquillement. Ça évite les traumatismes, parce qu'on a des cas où des femmes traumatisées pour la première grossesse ont du mal à concevoir et à se projeter même maman encore. Exactement, exactement. Moi, j'ai eu ça avec mon premier accouchement. J'en parle tout le temps. Partout où je vais, je parle de mon premier accouchement. C'était assez traumatisant. Je suis tombée justement sur un personnel de santé pas très patient. Le médecin n'était pas patient et on m'a laissé gérer les 13 heures de contraction étant couchée. 13 heures. 13 heures de contraction étant couché, alors qu'on ne doit pas rester couché. Tu dois bouger, suivre ton instinct, comme je disais tout à l'heure. Si tu as envie de marcher, tu marches. Si tu as envie de monter les escaliers, de rester accroupi, d'arrêter quelqu'un, tu le fais parce que c'est ça qui aide aussi même le travail à aller plus rapidement. Donc, quand le médecin est arrivé, j'étais tellement fatiguée. Il m'a dit de pousser. Je ne savais pas. Je n'ai pas fait de cours prénatal, de préparation, rien. Je ne savais pas. Il m'a dit pousser, je ne savais pas. Il ne voulait pas, il ne voulait rien entendre. On m'a fait une expression abdominale. On a appuyé mon ventre, le bébé est sorti. J'ai eu 15 points de suture jusqu'à l'anus. Je marchais à peine. J'étais dépressive.
à mort. Et je ne savais pas ce que c'était la dépression postpartum. J'avais entendu parler de dépression, mais comme dans notre société, on est bizarre, je me suis dit, avant d'avoir un enfant, ce sont les choses des Blancs. Il y a cette phrase qui vient tout le temps. Quand on parle de dépression, le stress très intense, on dit ce sont les choses des Blancs. Donc quand j'entre en dépression, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais du mal même à créer un lien avec mon premier fils. C'était assez mécanique. Je lui donnais le sein, je changeais sa couche, je voulais entendre quelque chose. Il m'énervait, mon mari m'énervait parce que je ne comprenais pas pourquoi moi j'ai des vergetures en plus, le ventre froissé, une hernie, parce qu'après l'expression abdominale, j'ai une hernie ombilicale. J'arrive pas à marcher. En plus, on m'avait fait le point du mari qui fait extrêmement mal et voilà. Et sans parler avec mon partenaire qui m'a dit, mon mari, qui m'a dit, je t'observe depuis et tu n'es pas affectueuse avec le bébé, il faut lui parler et tout. Et je ne m'en rendais pas compte. C'est comme ça que je lui ai parlé, je lui ai dit vraiment, je m'excuse, mon chéri. Maman avait quelque chose de traumatisant et nos mamans, maintenant, nos mamans ne nous préparent pas vraiment à ça. On te dit, oui, tu auras mal. Ça s'arrête là. On ne nous dit pas comment ça se passe. Quand tu dis j'ai mal au sein, j'ai des crevasses, supporte, c'est la maternité. Oui, mais je trouve que la maternité est déjà suffisamment difficile. Il y a des solutions. Rien qu'entendre de crevasses, moi je suis déjà morte parce que c'est atroce. Parce que dire comme ça, peut-être les hommes ne perçoivent pas. Ils ne réalisent pas. Mais avoir mal partout. Peut-être vous avez les points de suture, vous avez mal, vous prenez à vous asseoir, vous avez encore les bouts de sang qui sont... non, et bébé doit être au sein. Oui. C'est très difficile. C'est difficile. Et les premiers jours, bébé a envie d'être au sein tout le temps. Tu as les seins qui sont en feu, qui saignent. Et un jour, tellement j'ai dit à mon mari, je ne veux plus allaiter. Un jour, il est parti marcher, il est arrivé à la pharmacie, il a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, si vous ne m'aidez pas, je ne sais pas comment je veux faire. Et il est tombé sur une pharmacienne très bienveillante, il lui a donné une crème à base de l'anoline, la marque Medela. Donc, quand il est revenu, en moins d'une journée, ça a commencé à cicatriser et tout. Et j'ai apprécié l'allaitement comme jamais. J'ai allaité mon premier fils pendant 2 ans parce que j'ai tellement aimé allaiter. J'ai je ne sais pas vraiment un problème, mais je dirais problème parce qu'après, le sevrage est difficile. L'hyperlactation. Donc, j'ai énormément de lait. Jusqu'à 2 ans, vraiment. Ça fait du bien à bébé, donc c'est pas un problème. Voilà. Jusqu'à 2 ans, honnêtement, voilà, ça s'est bien passé. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie véritablement certaines choses, notamment en commençant même par la prise en charge, souvent même, surtout. Bon, lorsqu'on est un peu, je vais dire nanti, parce que pour ceux qui vont généralement dans les hôpitaux des formations publiques, c'est un peu plus compliqué. Dans les cliniques, encore, on prend un peu plus de temps parce qu'on estime que vous payez un peu plus cher. Ça veut dire qu'on est un peu plus courtois, bienveillant, parce qu'on estime qu'il y a une concurrence. Mais dans les hôpitaux publics, il faudrait que le spécialiste soit vraiment impliqué, comme ce Martial expliquait, malgré la vingtaine de patients, que ce spécialiste prenne son temps, soit passionné pour pouvoir s'occuper des femmes de façon posée. Effectivement, c'est très important. Et justement, comme c'est difficile pour les femmes d'avoir les spécialistes qui... Enfin, quand je parle des publics et privés, justement, je reviens sur AfricMed aussi sur les réseaux sociaux en disant que le but, justement, de faire ce genre de plateforme-là est que ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité d'être dans des endroits où on peut s'occuper d'elles, être aux petits soins, aient la bonne information. Comme Alexandra disait, si j'accouche et que je sais que mes seins sont engorgés, que j'ai des crevasses, qu'est-ce que je peux faire? Alexandra peut faire une vidéo justement où elle explique ça. Le parcours patient, comment est-ce qu'on doit... Comment ça se passe un accouchement? Parce qu'au final, on ne sait pas comment ça se passe. On va aux visites, on dit, bon, le jour où tu as des contractions, tu viens et après tu découvres tu découvres tout ce que... maman, on se projette. Oui, on n'imagine même pas dire... En tout cas, pour ma part, je ne pense pas avoir encore pris la peine d'expliquer à ma fille qui a 19 ans. C'est ça. La maternité, c'est ça. C'est ça. Et l'accouchement, c'est ça. C'est ça. Et la respiration, c'est ça. Comme disait Alexandra, moi, j'ai fait quelques cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai pu un peu respirer, savoir comment on fait. Mais quand on te dit, en fait, pousse
pousser, c'est pas pousser pour comme on va aux toilettes, c'est pousser, c'est une autre manière de pousser. Donc la personne qui ne sait pas, oui, c'est ça. Mais non, parce qu'on vous dit pousser, mais tu pousses autre chose en fait. Et c'est pas le pousser donc c'est vraiment important que les femmes soient informées. Je pense que on souffre énormément de manière générale, que ce soit pour la maternité ou d'autres choses, du manque d'information. Bon, c'est pour ça que peut-être à la suite de cette émission, pour la prochaine, on parlera des violences obstétricales, parce que dans les maternités, mon Dieu, si vous réunissez les femmes et vous leur dites, parlez-nous de vos Il y a d'abord même la violence verbale. C'est atroce ce que vous allez écouter. Et ça vient généralement des femmes. Oui. Et moi, je préfère avoir des hommes lorsque je suis en train de vouloir donner la vie. Pourquoi? Parce que j'estime, c'est mon ressenti. Hein. Non, c'est vrai. Ils sont plus bienveillants. Oui, et c'est curieux, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça, c'est vrai. Adrienne, ce qu'il faut dire, c'est que je suis sage-femme ou bien je suis médecin, j'ai fait 8 ans. Avoir fait 8 ans, 10 ans de médecine ne me donne pas de facto la compétence humaine à accompagner. Les 8 ans de médecine que j'ai fait, c'est une compétence technique, mais il y a autre chose qui est le soin. Le soin n'est pas d'abord technique ni tactique, il est d'abord, comment je vais dire, dans l'attachement. Le soin est d'abord dans l'attachement, il est dans l'émotion, il est dans la disposition. Vous voyez un peu. Mais vous allez rencontrer beaucoup de professionnels qui sont dans des canevas, dans des canaux bien carrés là, mais qui sont, justement, lorsqu'on parle de donner l'information, je peux avoir l'information, mais je donne mal l'information. Bon, madame, vous allez rentrer, vous allez revenir dans 3 mois, quand ça fait mal ici, vous revenez. Alors, la pharmacie, vous demandez pour... Et la maman est là comme ça. Suivant. Il y a ça, c'est une forme de violence dans la manière de donner l'information. Et ça s'appelle en psychologie la littératie. C'est-à-dire qu'il y a tout un logiciel. S'assurer que le patient peut lire, peut écrire, il peut comprendre et qu'après il peut appliquer. Oui. Et c'est pour ça que généralement, ils sont des consultations familiales où on va expliquer au père, on va expliquer à la mère, on va expliquer à la grande sœur, pour qu'il y ait moins de chances qu'ils n'aient pas compris l'information et qu'ils appliquent finalement. Et pour chuter, je reviens un peu en arrière pour dire que les garçons ne sont pas éduqués à s'occuper d'une femme. Pas du tout. C'est-à-dire que quand il te voit enceinte, il est stressé. Il est stressé. Il dit qu'on fait comment? Il va aller demander l'aide à son ami, lui-même qui est malade. Il dit que mon frère, tu fais aussi comme tu peux. Ne vois pas accoucher, tu peux pas boire tes biens. Tu as qu'à se battre. Vous voyez un peu. Mais pour nous, pour vous, maman, pour moi, futur papa, c'est lorsque j'ai un garçon et qu'il atteint déjà l'adolescence, c'est déjà lui l'éduquer progressivement. Demain, nous ne sommes pas au Canada où on pense qu'on peut se mettre avec un cheval. Demain, tu auras une femme, tu auras une famille. Et il faut savoir s'occuper. Ça commence par tes petites sœurs, par tes cousines. Il faut être gentleman. Il faut prendre soin. Il faut prendre soin. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'on prend soin d'elle, mais on prend soin. Et ça s'apprend. Mais un monsieur qui n'a pas appris à faire ça pendant l'éducation, il est papa, il a... on va... Quelqu'un, tu rentres là, il est assis. On dit, est-ce que... Pourquoi? Il ne connaît pas, en fait. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, du coup, pour revenir à notre sujet, dans notre contexte, la doula, on ne le connaît pas. Je pense qu'au Cameroun, vous êtes pratiquement la pionnière dans le domaine parce que vous vous lancez. Vous avez été formée? Oui. J'ai été formée par Isabelle Chalut et Amélie Blanchette. Isabelle Chalut, c'est l'une des pionnières du mouvement de doula au Canada. Ça fait plus de 25 ans qu'elle est doula, elle a 62 ans. Donc, je l'ai contactée il y a 1 an et demi. On s'est entendu sur les cours. Je lui ai dit oui, je suis camerounaise et voilà. Donc, j'ai suivi une formation de base. J'ai aussi fait une autre formation avec Dr Michel Houdin et Liliane Alamès, qui est aussi toujours une doula. Donc, voilà. Est-ce que avec ce que vous faites déjà, vous êtes déjà sur le terrain, est-ce que vous avez des spécialistes qui acceptent déjà de travailler avec vous en collaboration, justement? Oui. Et j'ai contacté quelques spécialistes parce que moi, je vis du côté de Douala 5e. Donc, je trouvais que c'était plus facile de travailler dans un hôpital qui n'est pas loin de... voilà. J'ai contacté des médecins
donc dans un hôpital humanitaire. Je leur ai proposé mes services et ils étaient très ravis parce qu'ils m'ont dit qu'ils sont en train de vouloir rehausser le service de maternité et que ça va être un plus vraiment de travailler avec une doula et se reposer sur l'aspect émotionnel des mamans. Et vraiment, les médecins là-bas, j'ai trouvé qu'ils étaient assez ouverts d'esprit. Parce que pour accepter une doula dans son hôpital, il faut vraiment cette ouverture d'esprit. Il ne faut pas se dire ça va servir à quoi. Non, ça va servir. Nous, les mamans, on dit ça va servir parce que nous, là, c'est nous qui ressentons. Ils sont très carrés. C'est nous qui ressentons. C'est nous qui... Franchement, on peut épiloguer toute la journée. On va pas terminer là. On a besoin des doulas. Alexandra est peut-être pionnière, mais qui peut être doula, Alexandra? Tout le monde peut être doula. Toutes les femmes qui veulent accompagner des autres mamans. Parce que moi, je dis tout le temps, je ne peux pas gérer toutes les mamans du Cameroun. Et je ne peux pas. Et j'estime que chaque maman camerounaise doit avoir sa doula automatiquement. Je pense que chaque hôpital même doit penser à associer une doula parce que comme on parlait des médecins qui n'ont pas le temps, souvent vous arrivez en maternité, vous avez perdu les os. Il peut y avoir 3 ou 4 mamans qui sont aussi là. Et les sages-femmes n'auront pas le temps de s'occuper de vous toutes. Et chacune a besoin donc de sa doula qui va l'accompagner. La rassurer, la prenne en charge. Exactement. Donc, toute personne qui voudrait être doula, toute maman qui ressent vraiment cet appel-là, parce que être doula, c'est un travail qu'on fait beaucoup avec le cœur et avec passion. Il faut aimer d'abord les gens, les mamans, pour le faire, parce que sinon, c'est mort. Est-ce que c'est dire que la doula, c'est pas comme un coach sportif qui réunit je peux dire clients sans que ça me paraisse. Oui, clients, mais je préfère les appeler les mamans. Voilà. Qui réunit les mamans. Est-ce que c'est dire que non, la doula, c'est personnalisé? C'est personnalisé, mais j'avoue qu'à long terme, j'ai envie d'organiser des séances avec beaucoup de mamans. Mais des séances de préparation à la naissance, comme on voit souvent en Côte d'Ivoire ou même en France, il y a des séances avec plein de mamans. On est en salle, on fait des exercices, je leur explique parce que je ne veux pas que ce soit juste un cours centré sur tout ce qui est physique. Je veux que ce soit un vrai cours où j'explique aux mamans, voilà comment l'accouchement va se passer, voilà ce que vous allez ressentir, voilà. Et si possible, avec les papas, pour dire, les papas, sachez que vous êtes vraiment importants dans cette phase-là. Voilà ce que vous pouvez faire. Parce que certains papas se disent, elle a mal, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez faire des choses. Papa peut faire beaucoup de choses. Il n'a pas appris, donc il ne sait pas. Oui, parce que dans notre culture, le plus souvent, au moment lorsque le travail commence, on éloigne le papa. Oui. Et pourtant, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'à ce moment-là, certes, on a une espèce on a envie d'avoir en même temps celui qui est l'auteur de ce... On a envie qu'il nous tienne par la main, même comme on a envie qu'il s'éloigne. Mais je pense que c'est la seule personne à ce moment-là qui peut vous comprendre et vraiment vous apaiser. Et qu'on peut griffer. C'est lui qui peut griffer, il va pas se plaindre. Ça rassure des mamans. Il y a des mamans, chaque maman est différente. Il y a des mamans qui ne veulent pas voir leur partenaire, ils disent je ne veux pas le sentir, mais neuf. Et il y a d'autres mamans, ça les rassure. Je connais une maman, quand à un moment la poussée traînait, on lui a dit, on va déclencher une césarienne. Elle a dit, je veux mon mari. Non, je veux mon mari. Son mari est entré. Elle n'avait même pas besoin de moi, elle a besoin de son mari. Quand son mari est entré, c'est comme si il a tout calmé. Le bébé est sorti. Là, il n'y a pas eu de césarienne. Et le papa était tellement content. Il s'est dit, mais je me fais quoi? Non, ta présence seulement... la rassurer. Et beaucoup de mamans ont besoin de ça. Comme il a dit, je ne peux pas être là toute la vie pour une maman. Maman a besoin que son partenaire l'accompagne parce qu'on fait un bébé à 2. Et un enfant aussi, pour son équilibre, a besoin des 2 parents. Pareil pour la maman, elle a besoin de cette présence-là, que son partenaire la rassure. Et comme il y a des positions pour aider maman,
Papa peut arrêter maman, même avec, il y a des suspensions, avec des écharpes, maman arrête, papa, tout ça. Il peut l'aider à se balancer, soit sur le ballon de grossesse. Il y a plein de choses que papa peut faire. Il peut venir avec une compresse d'eau chaude, une compresse froide, même, ça dépend ce que maman veut à cet instant. Il vient, il met peut-être ici, au-dessus du bassin, tout ça. Ou bien sur le cou, là où ou bien masser un peu, si elle veut qu'on la masse, parce qu'il y a des mamans qui ne veulent pas qu'on les touche. Chacune a sa façon de gérer. Exactement. Chaque femme est unique, honnêtement. Donc, et ça change tout. Et c'est que non, tu es là, tu ne l'as pas abandonné, comme il a dit, tu vas t'asseoir au bar. Pourquoi tu vas t'asseoir au bar? Maman est en train de crier. Et moi, souvent, j'arrive en maternité, tu vois, le papa, il est juste en face de la maternité, le bar. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi? Non, mais c'est sa façon peut-être à lui de évacuer son stress. Et il a vu ses parents faire, donc il reproduit un schéma qu'il a vu. Donc, oui. Maintenant, si je veux bénéficier de tes services, on parle de ce qui intéresse, ça coûte combien une doula? Je ne dirais pas ici, mais... Naturellement, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais est-ce qu'une doula est à la portée de tout le monde? Oui, une doula à la portée de tout le monde. J'ai essayé de mettre mes prix un peu comme ceux des médecins. Je ne suis pas allée au-delà. Donc, honnêtement, voilà. Non, c'est dire que Alexandra peut s'adapter à une maman vulnérable financièrement, parce qu'on a de plus en plus de mamans en difficulté. Ça veut dire que on peut vous contacter, mais on ne pourra pas forcément être à la hauteur, c'est-à-dire payer ce qui... Mais vous pouvez apporter une oreille? Oui, j'essaie toujours de m'entendre avec les mamans. Quand j'envoie ma grille des prix, elle me dit, OK, voilà, je dis, bon, on va faire un forfait comme ça, comme ça. J'essaie de m'adapter en fait à toutes les mamans. Voilà la notion de forfait. Oui, j'essaie de m'adapter à toutes les mamans. On fait un forfait et... Généralement, après la première rencontre, parce que j'aime toujours qu'on se rencontre, parce que je ne veux pas mentir, il y a aussi des mamans qui font comme si elles ont des problèmes, mais elles n'ont pas des problèmes réellement, c'est juste que certaines négligent ce que je fais, donc elles se disent pourquoi je veux la payer comme ça. Donc j'aime bien cette première rencontre, ça me permet d'avoir une certaine idée de comment est la maman, quelles sont ses réalités, et en fonction de ça, honnêtement, j'adapte l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est par heure, c'est au quotidien, ou bien c'est une entente avec C'est une entente en fonction des besoins de la maman. C'est vraiment personnalisé. Je ne fais pas le même accompagnement avec toutes les mamans. Il y a des mamans qui me disent, OK, je veux que tu me suives du début jusqu'à la naissance. On fait un forfait, je lui dis ce que ça va faire et tout. OK, après, je reste disponible H24 sur le téléphone si tu as une urgence et tout. Il y a d'autres mamans qui me disent, je veux juste que tu cuisines pour moi parce que j'ai pas le temps. Donc, elle fait toutes les courses et dépose souvent parce que les mamans me font assez confiance. J'arrive, je prépare et tout, je fais des gamelles, plusieurs gamelles, je dépose et tout. Elles sont OK, certaines qui viennent d'accoucher, elles savent que bon, après, elles viennent juste prendre la gamelle, elles réchauffent, elles sont à l'aise. D'autres mamans me disent, je veux juste des massages. D'autres mamans me disent, je suis au 8e mois de grossesse, il me reste 1 mois. Donc, je veux qu'on fasse juste des séances de préparation. Donc, on peut se voir 2 à 3 semaines. Bon, ça dépend aussi de mon programme parce que je ne peux pas voir une maman plus de 3 fois par semaine. Il y a d'autres mamans. Donc, on essaie de se voir 2 ou 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Mais vraiment... Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Est-ce qu'il arrive que la doula Alexandra accompagne maman, par exemple, pour les courses, pour le bébé? C'est une étape aussi cruciale parce que parfois, on ne sait pas quoi acheter. Oui. J'envoie toujours, dès le 3e semaine, j'envoie toujours une liste même d'abord à la maman. Ce qu'elle doit acheter et ce qu'elle doit emporter à l'hôpital. Parce que beaucoup de mamans ne savent pas. Je mets quoi? Oui, je mets quoi? Donc, j'ai une liste là, je leur envoie ça. Et oui, j'accompagne. J'ai déjà accompagné 1 ou 2 mamans pour faire des courses. Et puis, ça fait un bon moment entre femmes. On discute, elle me dit ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et voilà, je fais aussi des accompagnements personnalisés pour les mamans qui ont perdu un bébé. Certaines qui ont perdu un bébé, c'est là où je suis plus sensible parce que j'avoue que je ne, comment dire, à terre taxer. Je ne peux pas taxer une maman qui a perdu un enfant. Donc, souvent, ces mamans-là ont plus besoin de moi. Donc, si je ne peux pas les voir tous les jours, je dis, OK, on peut prendre 1 heure ou 2 heures chaque jour
tu m'appelles, tu me dis ce que tu ressens, ou bien 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Vraiment, je personnalise en fonction des mamans et des réalités de chacune. Ça veut dire qu'une doula, elle intervient forcément à toutes les étapes. Oui, oui, oui. Dans notre contexte, au vu de la culture et de comment la maman est généralement entourée, est-ce qu'il n'y a pas le risque, est-ce que vous ne vous retrouvez pas parfois à ce que votre rôle soit banalisé simplement? Une tante qui va dire bah, ça c'est inutile, ça c'est des chichis. Effectivement. Voilà. Hier, j'ai vu une nouvelle maman qui me disait que quand elle a parlé enfin, c'était bouche à oreille, une maman lui a parlé de moi. Et elle me dit, toute contente, elle va dire à sa famille que oui, il y a une doula, machin, je veux la rencontrer pour qu'elle m'accompagne et tout. Tout le monde dit, pourquoi c'est une dépense inutile et tout. Elle me dit, j'ai regretté. Mais quand je suis rentrée, mon mari m'a dit, vas-y, si ça peut t'aider, vas-y. Donc, c'est banalisé et j'avoue que je vois souvent certaines mamans en cachette, malheureusement. Parce qu'elles ne veulent pas que leur famille les juge. Ou souvent certains partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui sont très sceptiques. Donc j'avoue que je vois souvent des mamans en cachette. Mais je pense qu'avec le temps, je ne le ferai plus parce qu'au fur et à mesure, ce sera banalisé, vulgarisé, pardon, et l'entourage, les partenaires vont comprendre que la santé mentale maternelle est vraiment, vraiment importante. Primordiale. Primordiale, oui. Vraiment, c'est très important. Et si je peux me permettre, Adrienne, je dirais vraiment que c'est dommage qu'on banalise un peu tout ce qui est maternité, tout ce qui est grossesse, en se disant juste que bon, la femme, elle tombe enceinte, elle accouche. Il y a plusieurs étapes, que ce soit déjà avant, la femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, pendant tous les maux de la grossesse qu'on peut avoir. C'est-à-dire, c'est parce que c'est pas que l'accouchement, c'est-à-dire entre 0 et 9 mois, il y a des femmes qui ont des vomissements tout le temps, qui ont des douleurs pelviennes, qui ont mal au dos, qui sont alitées. Donc, c'est quelque chose qui joue au niveau de la santé mentale. Et c'est vrai que souvent, certaines femmes se retrouvent avec ces difficultés-là et avec des hommes, en fait, qui disent que, en fait, tu n'es que enceinte. Tu n'es que enceinte. Donc, pourquoi est-ce que tu vas te plaindre d'avoir mal au dos, tout ça? Vraiment, continue à faire ta nourriture, continue à préparer la gamelle de l'enfant. Cette comparaison, ma mère enceinte allait au champ. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Et maintenant, il y a l'accouchement lui-même, comme a dit Alexandra. Elle a eu la chance d'avoir un mari qui l'a accompagnée, mais elle a quand même précisé qu'elle a eu 15 points de suture jusqu'à l'anus. Donc, si on n'est pas conscient que c'est un problème qui est, au-delà d'être un problème physique, c'est quand même traumatisant pour une femme d'être déchirée à ce point. Si on n'est pas conscient que la maternité, l'accouchement, la grossesse, c'est quelque chose de traumatisant, on ne peut pas vivre. Donc, c'est vraiment important que les personnes de la société réalisent que être enceinte, donner la vie, ce n'est pas un acte banal. C'est pas, on ne fait pas des chichis, on ne veut pas jouer, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est pour ça que vraiment, Alexandra, nous, on s'est connus sur les réseaux sociaux, je l'ai connue sur Facebook, et directement, ça m'a vraiment touchée ce qu'elle faisait, parce que j'aurais aimé aussi avoir une doula. Quand j'étais enceinte, je ne dormais pas. Moi, je n'arrivais pas à dormir. Je dors sur le ventre, donc je dormais sur le dos. Donc, j'ai souffert toute ma grossesse parce que je n'arrivais pas à dormir. J'avais des douleurs pelviennes. Dès que je ne sentais plus mon bébé, vers les derniers mois, je me rendais toujours à la maternité. La panique, ouais. Voilà, donc on me disait, mais madame, c'est pas comme ça. Et tout ça, pourtant, je suis pharmacienne, mais quand on n'est pas personnel de santé, quand on est malade, on n'est plus, on n'est plus personnel de santé. Donc vraiment, je félicite Alexandra pour le travail qu'elle fait. Merci. Parce que c'est un travail qui, à mon avis, absorbe beaucoup. Parce que je pense qu'elle prend beaucoup les émotions de toutes les personnes qu'elle suit. Parce que forcément, que ce soit les femmes qui ont des problèmes, les femmes qui attendent, les femmes qui accouchent, qui souffrent, je pense que vraiment, c'est un travail qui est énorme. Ouais. Et on doit respecter ce travail. C'est carrément même un don de soi. Hein. Oui, un don de soi. Oui. Martial, comment on va finalement arriver à déconstruire la banalisation justement de la maternité? Parce qu'on a des mamans qui sont en souffrance, mais n'oseront pas le dire tout haut. Pourquoi? La peur du jugement. Je ne vais pas dire que je n'arrive pas. Cette grossesse, je vis très mal ma grossesse. Comment est-ce que je peux oser dire que je vis mal ma grossesse? Pourtant, c'est l'enfant de mon mari. Je dois montrer que tout se passe bien. Pourtant, au fond, je ne vais pas bien du tout.
Oui, il y a encore néanmoins des pesanteurs culturels, comme je dis toujours, il y a encore des pesanteurs culturels qui ont quand même créé un tabou autour de la maternité. Ça, c'est encore très présent, qui ont créé un tabou autour de la maternité. Parce que même déjà pour une maman, dire ça à son mari que ma grossesse est médicale, parfois c'est difficile. Elle a l'impression que elle ne va pas être comprise, ou bien parfois elle ne comprend pas. Toi, tu dis que ma mère a accouché 20 enfants, toi, tu comment? Vous voyez, et il y a cette pesanteur culturelle. De deux, c'est qu'on n'a pas la bonne information. Le truc, c'est qu'il y a trop d'informations. Il y a parfois trop d'informations de la maternité. On va vous donner des astuces à gauche, des astuces japonaises, des astuces. Il y a trop d'informations. Il n'y a pas de filtre. Mais troisième chose, c'est que nous avons le devoir de sensibiliser. Et ça commence petit à petit. Elle aura beaucoup, ça sera pas évident parce que même pour la psychologue, on a dû quand même se faire humilier jusqu'à maintenant. Il y aura un peu un conflit d'intérêt parfois. Non, pas conflit d'intérêt. Pas conflit d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que pour qu'elle se fasse accepter par les autres professionnels, ça ne sera pas évident. Je dis même pour nous les psychologues, ça n'a pas été évident. Vous dites parfois à un médecin de psychologue, c'est encore un médecin de psychologue, il est dépassé, il vous regarde comme ça. Toi, tu vas venir faire quoi? Quel intérêt? Moi aussi, je parle. Ce que tu fais là, moi, je fais ça aux gens, je parle aux gens. Vous voyez un peu? Mais ça ne sera pas évident, mais c'est que plus on sensibilise, plus on brise les pesanteurs culturelles, plus on permet aux femmes de se libérer. Les femmes, comme on le disait la dernière fois sur l'émission sur le féminicide, ont parfois comment je vais dire ça, cette faiblesse d'être renfermée, d'avoir peur du jugement. Parce qu'on est dans un logiciel où tout le monde va à gauche. Donc si elle dit que je veux un peu aller à droite, comment on va me regarder? Non. C'est peut-être parce que, culturellement parlant, avouer que je vis mal ma grossesse, c'est une faiblesse. Ça veut dire que tu ne mérites pas le titre de femme ou bien de maman. En fait. Il y a ça. Alors que la grossesse, il y a des implications lorsqu'une femme est enceinte. Parce que la grossesse est un événement étranger pour le corps. C'est un stress pour le corps. C'est un stress qui est normal. C'est-à-dire que ce corps reste là tous les jours. Après, bim. Quand quelque chose arrive comme ça, là, il y a une perturbation hormonale qui est importante, qui est tout à fait normale. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faudrait qu'elle commence à sensibiliser les professionnels de la santé. Très important. C'est un moment de la chaîne important. Au-delà des mamans, c'est à ceux-là leur montrer que dans le logiciel, il y a une faille à ce niveau et voilà ce que je peux apporter. Parce que le professionnel de la santé peut facilement vous ouvrir le champ à ces mamans pour sensibiliser aussi. Parce que trouver les mamans, ce n'est pas évident, mais on a besoin de sensibilisation. Moi, on a fait l'émission la dernière fois, c'est cette émission que je comprends vraiment ce travail, parce que la dernière fois, l'émission était court format et que je comprends, mais quand vous expliquez ça au médecin qui comprend, qui comprend, mais il peut vous ouvrir la porte des mamans. Dans les formations hospitalières, on gagnerait à avoir, si ce n'est pas un bureau réservé au doula, ne serait-ce que des adresses, des bonnes adresses où le médecin peut référencer, ça permet... Même qu'elle peut venir, je suis dans ma clinique, que j'ai une patientèle assez importante, dans la salle d'attente, elle vient, elle sensibilise. Pendant que je fais mes consultations, elle est en train de sensibiliser, elle explique aux femmes, et elle peut leur expliquer 2 ou 3 secondes. Beaucoup parmi vous, par exemple, ont les douleurs au dos. Et pour gérer la douleur au dos, vous faites juste ça. Et vous donnez une technique de 2 secondes, elles vont rester comme ça. Donc il suffit juste de faire ça. Vous voyez, et ça va aller de bouche à oreille, de bouche à oreille. Ça ne sera pas évident, mais ça sera... Dans tous les cas, vous avez du pain sur la planche parce qu'ailleurs, on a carrément des propositions de formation, c'est structuré, c'est bien. Il y a un cadre réglementaire, on sait exactement ce que la doula peut ou ne peut pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas poser d'actes médicaux. Pas du tout. C'est interdit, vous pouvez accompagner. Et tout comme vous ne pouvez pas jouer le rôle d'une psychologue, vous êtes là justement dans l'accompagnement. Et quand on dit accompagnement, c'est ça qui va rester pendant encore longtemps parce qu'il va falloir travailler sur les mentalités pour qu'on arrive à intégrer nous-mêmes, les moments qu'on arrive à intégrer et à réaliser qu'on a besoin de doula, on a besoin de quelqu'un pour nous écouter et pour nous mettre en confiance et nous préparer justement à ce moment magique qui est donné la vie. Oui, effectivement. Et je pense que quand les mamans vont comprendre qu'avoir une doula aussi à nos côtés,
ça peut même diminuer les risques de césarienne, par exemple, parce que la maman va suivre son corps. Elle ne sera pas obligée tout le temps de passer par la césarienne pour mettre son bébé au monde. Et des mamans vont comprendre qu'on diminue même des interventions médicales. Quand on a une doula, on guérit même des traumatismes précédents. On a moins de chances d'entrer en dépression postpartum. Je pense que, comme il a dit, au fur et à mesure... Réduire même le risque de morbidité, de maladie et de mortalité. Parce que lorsqu'il y a tout cet accompagnement, on réduit considérablement la morbidité. Il y a morbidité parce que le parent n'a pas l'information. Il part à gauche, il part à droite, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est magnifique dans ça, c'est que finalement, on apprend à la femme dans cette période à comprendre son corps. C'est ça. C'est ça. C'est d'écouter son corps et de comprendre son corps. Qu'est-ce que mon corps en ce moment veut me dire? Il ne veut pas nécessairement te faire du mal, mais il veut te passer un message. Il faut l'écouter. Et c'est la douleur qui peut le faire. Moi, le psychologue, je vais prendre le temps pour dire ça. On va sortir en se disant comment je choisis ma doula, comment je procède. Parce que carrément, j'ouvre la porte, pas qu'un peu. La doula rentre dans mon intimité et elle sera parfois au courant de ce que même mon mari, mon partenaire n'est pas au courant, ce que mon entourage, même mon médecin parfois, parce que ce que je vais dire à la doula, je ne dis pas forcément à mon gynéco. Depuis que j'ai commencé, mon travail c'est beaucoup plus au feeling. Au feeling dans le sens où, c'est pour ça que j'aime beaucoup la première visite. C'est une visite où la maman ne paye rien. On a 30 minutes, 1 heure où on discute juste. Au feeling, elle me dira, OK, je sens de bonnes ondes et tout. Vraiment, c'est comme ça que maman doit choisir. Si elle répond aux besoins que tu as, tes attentes, à tes besoins, si elle t'écoute. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs aussi? Exactement. Et il y a aussi même le côté spirituel. Certaines mamans veulent savoir, est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu fais le vaudou? Est-ce que tu es énergicienne? Est-ce que c'est important. C'est important, oui. Donc, c'est vraiment après cette première visite-là, cette première rencontre, que la maman peut choisir sa doula. Et quand il y aura beaucoup plus de doulas, moi, ce que je conseillerais aux mamans, c'est de faire 2 ou 3 rencontres avec 2 ou 3 doulas différentes. Et vraiment, au fur et à mesure, la maman saura qui est faite vraiment pour elle. Je ne travaille pas avec toutes les mamans que je rencontre. Il y a des mamans, on se voit. Moi-même, je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas le feeling là. Elle aussi, c'est cool. On se dit, OK, on ne veut pas travailler ensemble, mais la vie continue. Bon, on tire également la sonnette d'alarme. On parle des bienfaits d'avoir une doula. Oui. Mais il y a aussi des pièges, les mamans. Ne vous faites pas avoir via les réseaux sociaux. Tout le monde peut s'improviser doula à partir du moment où on a un champ libre ici. Ce n'est pas encore encadré comme ailleurs où c'est encadré. Parce qu'ailleurs, on a carrément des associations reconnues par l'État et régulées, suivies. Et leurs recommandations sont suivies par les spécialistes qui sont les médecins. C'est dire qu'il y a un encadrement. Et il y a même parfois, au moment de l'engagement entre une doula et une maman, il y a des contrats parfois qui protègent les deux, qui protègent et la doula et la maman. C'est dire que les réseaux sociaux aidant, Alexandra est au Cameroun et nous tous, nous sommes conscients de ce qui se passe souvent en Afrique subsaharienne. Ça veut dire que tout le monde peut se lever. Alexandra, puisque ça marche chez elle, je deviens doula. Non. Faites très attention. Et lorsqu'une doula vous parlera de sa formation, parce que malheureusement ou heureusement, les formations aujourd'hui, ce sont des certifications et c'est des formations en continu. Ça veut dire qu'elle a été formée, mais c'est perpétuel. Cherchez à savoir qui l'a formée. C'est ouvert. Vous pouvez contacter. Vous pouvez même... Parce que quand même, ouvrir votre intimité à quelqu'un, il faudrait vous rassurer de la mentalité. Je parle sous ton contrôle, Martial, parce que vous confiez votre bébé, vous confiez tout à cette personne-là, la mentalité, sa vie, et la vulnérabilité. Et si vous cherchez la paix et la mise en confiance, n'allez pas chercher d'autres problèmes. Vous n'en avez pas besoin en ce moment-là. C'est un appel comme ça naturel à la vigilance. Les doulas, ça fait du bien. Et il faut discuter avec une doula, voire faire
pour comprendre combien ça aurait été important de bénéficier de ça quand nous-mêmes, on était encore portés par cette envie de donner la vie. Heureusement, Dieu a fait grâce. On a donné la vie malgré les traumas de ces moments-là. Et on a appris de nos erreurs et tout ce que nous rêvons à travers cette émission, c'est de permettre aux jeunes mamans ou bien aux futures mamans ou bien aux plus jeunes que nous de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et Alexandra, on a des vocations comme ça qui nous permettent de comprendre que le monde bouge et grâce à vous et à votre don de soi, votre don de vous-même, parce que moi je dis c'est un don de soi ce que vous faites, chapeau. Vous pouvez retrouver Alexandra sur ces plateformes. Si vous êtes dans la capitale économique du Cameroun, vous pouvez la retrouver dans le 5e arrondissement. Et sous peu, elle sera dans une formation hospitalière là-bas. Elle travaillera avec des spécialistes. Le bouche à oreille, j'en suis convaincue, fera le reste. Vous pouvez aussi retrouver Alexandra sur la plateforme AfriqueMed, pilotée par Patience, notre docteur pharma, qui fait un travail formidable. Et certaines des vidéos sur cette plateforme tournées par elle-même, montage elle-même. Donc, c'est dire qu'en plus d'être à la pharmacie du centre, c'est dans le 1er arrondissement de la ville de Douala, de gérer sa petite entreprise, elle se rajoute du travail parce que toutes sont mamans. Hein, dans ce cas, vous êtes des warriors, mesdames. Merci beaucoup. Échanger avec vous, j'apprends chaque jour et c'est pour ça que je me scotche à votre plateforme AfriqueMed parce que vous mettez à disposition justement des spécialistes et nous prenons conscience qu'il faille donner la parole à chacun d'entre eux pour justement éclairer la lanterne de nos téléspectatrices. Je préfère dire comme ça parce que c'est entre femmes. Merci Patience. Merci Adrienne pour l'invitation encore une fois. C'est partagé. Alexandra, merci. Merci Adrienne. Martial. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je remercie Alexandra pour sa douceur. On a parfois besoin juste de la douceur pour soigner les gens. Et j'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'elle peut compter sur moi pour... il faut former. Peut compter sur moi pour divulguer ce qu'elle fait. Nos patients en ont besoin, nos proches en ont besoin. Et voilà. Merci Martial. Voilà, c'est dit. Et bon, les pros ont parlé. Adrienne, j'étais juste la courroie de transmission. Mesdames, je sais que ce qui s'est passé sur ce plateau aujourd'hui, avec toutes les informations concernant la doula, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne pouvez pas avoir accès à Alexandra, vous avez peut-être un proche qui peut jouer ce rôle-là de façon naturelle. Essayez. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, Mais dans tous les cas, je pense avoir joué mon rôle. Vous présentez Alexandra. Merci. Et après tout ça, on se dit à la semaine prochaine à Kiba.